Et vous représentez Dominique Dupuis et Sophie Claude, qui sont toutes les deux au club économie de la fonctionnalité et du développement durable. Et je vais enchaîner avec la première question pour elles. Et ensuite, je présenterai les intervenants avec la première question qui va être toujours la même pour chacun des intervenants et des intervenantes. Comment concrètement accompagnez-vous les acteurs à penser ou à repenser leur modèle économique? Donc, Dominique Dupuis, vous êtes consultante, accompagnatrice en économie de la fonctionnalité et co-fondatrice des ateliers post-carbone qui proposent de concevoir, produire et transmettre du matériel de facilitation pour permettre à des professionnels de s'approprier les outils et les approches qui se développent pour soutenir des projets de transition écologique, économique et sociale. D'un accompagnement collectif de dirigeants d'entreprise, parce que le passage à l'EFC, ou la trajectoire vers l'EFC, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, et il y a une dimension collective qui est très intéressante pour permettre la confrontation de différents contextes, de différentes situations, et de progresser ensemble. Je ne sais pas si j'ai besoin d'être plus détaillée que ça, on reviendra sur plein d'autres sujets. Oui, on reviendra. Ouais, merci beaucoup Dominique, pour le moment c'est parfait. Je vais poser la même question à Anthony. Anthony Boule, tu es cofondateur de MU. MU, c'est une agence innovante en éco-conception qui allie l'analyse et la précision de l'ingénierie de l'environnement et l'approche intuitive et créative du design industriel. Depuis 10 ans, vous accompagnez des startups, des TPE, des ETI en les aidant à transformer leurs idées de produits en éco-produits. Vous accompagnez aussi des grands groupes pour intégrer l'environnement dans leur processus de conception de leurs produits. Du coup, Anthony, est-ce que tu peux développer un tout petit peu ce que je viens de commencer à présenter et nous expliquer comment chez MU, vous accompagnez les acteurs? Merci Clotilde. Donc, nous, on est vraiment des spécialistes sur le sujet de l'éco-conception. Donc, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises au développement de leurs produits. Très souvent, on peut se poser la question du modèle économique. Notre particularité, c'est qu'on sait que 80% des impacts environnementaux d'un produit vont être déterminés lors de sa conception. C'est la même chose quand on réfléchit à un nouveau modèle économique. Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être capable d'accompagner nos clients, les acteurs qu'on accompagne, très très tôt dans leur réflexion et dans leur processus de création. Plus on interviendra tôt, plus on aura une marge de manœuvre élevée pour orienter le modèle vers ce qui représentera le plus de potentiel environnemental. C'est pas facile parce qu'en général, on doit faire face à un paradoxe. Plus on avance, plus on sait de quoi on parle, plus on est capable de mesurer la pertinence environnementale de ce qu'on fait, mais moins on a de l'attitude pour bouger et pour faire changer les choses. Donc, on s'est vraiment fait cette spécialité d'intervenir le plus en amont possible pour justement être capable très tôt d'orienter vers les pistes de développement de produits ou les pistes de modèles économiques qui vont présenter le meilleur potentiel. Et voilà, on commence à avoir quelques exemples d'entrepreneurs qui viennent nous voir avec une idée très, très, très vague de ce qu'ils veulent faire. Voilà, je veux faire une chaussure économie circulaire. Très bien. D'être capable de scénariser très tôt, voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quelles sont les différentes alternatives, et puis très tôt de commencer à orienter, voilà, ce scénario-là, il est intéressant dans tel cas de figure, ce scénario-là, il est intéressant dans tel cas de figure. Voilà, je pense que notre particularité, c'est ça, c'est cette intégration très, très en amont dans le process. Ok, c'est super intéressant et ça me permet de faire une transition tout à fait fluide vers Justine Laurent de Circulab. Justine, tu nous rejoins simplement pour la partie de la table ronde et en même temps, voilà, je vais te présenter en 2 minutes, mais je tenais beaucoup à la participation de Circulab pour cet événement parce que vous avez compris qu'on a eu une approche, et je ne l'ai pas commenté en introduction, mais on a fait une approche qui était un peu à plat, EIT, EFC et éco-conception. Ce que j'ai en revanche dit en introduction de ce webinaire, c'est que les concepts, c'était du concept sur concept, et donc il nous fallait simplifier la vision la face, le visage que prennent ces nouveaux modèles économiques, et c'est ce qui nous a semblé le plus simple. Cependant,
et ce sera peut-être abordé si on a le temps un peu plus tard, mais les entreprises qui repensent leur modèle économique en y intégrant l'éco-conception, par exemple, se mettent parfois à faire de l'EFC. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est important d'avoir en tête que la vision n'est pas du tout aussi simple et aussi linéaire que ça, et que voilà. Je te laisse la parole, Justine. Et donc, pour ça, pour repenser son modèle économique de façon beaucoup plus intégrée et de façon beaucoup plus systémique, j'ai trouvé que c'était intéressant de donner la parole donc, à Justine, qui est spécialiste de la créativité et des nouveaux modèles économiques, qui a cofondé un Circulab, qui accompagne, qui est formatrice et consultante en économie circulaire, entre autres, qui est aussi conférencière pour l'ENSCI et qui a co-conçu le diplôme universitaire en intelligence collective et économie circulaire proposé par l'université Paris-Saclay. Justine, je te donne la parole et je te laisse répondre à ma question. On va mettre très rapidement en ligne le Circular Canva. Merci beaucoup Clotilde, bonjour à toutes et tous. Alors assez brièvement, donc, je suis complètement alignée avec ce que mes deux collègues, disons, viennent de présenter. Le chiffre de 80%, on repart aussi souvent de ça. La particularité, c'est que pour nous, le modèle économique, c'est vraiment le point d'entrée. Et finalement, derrière, ce qui en émane, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce modèle économique intégré fonctionne, que ce soit le produit, le service, l'expérience. Et en fait, donc nous, chez Circulab, on a 3 manières, on va dire, d'accompagner les entrepreneurs à penser ou repenser leur modèle économique. La première chose, c'est que je pense revenir au verbe, c'est-à-dire la première chose, c'est avant de penser, il faut déjà visualiser et comprendre l'existant, d'où on part, les composantes, les éléments. Et donc, c'est pour ça que nous, on a conçu notamment cet outil qui est affiché à l'écran, qui s'inspire d'outils aujourd'hui de modélisation économique existants, mais dans lequel on intègre en fait la notion d'usage suivant, la notion d'impact, la notion d'utilisateur à la création de valeur. Donc, la première étape, déjà, c'est d'essayer de comprendre d'où on part, en fait, quelles sont les composantes. Déjà, qu'est-ce que notre modèle économique actuellement, si on veut le repenser. Et si on veut le penser, c'est de quoi on part en termes de territoire. On part toujours, on part jamais de zéro. On a peut-être des ressources qu'on veut optimiser, des partenaires avec lesquels on veut collaborer, des ressources locales qu'on souhaite utiliser. Donc, la première chose, c'est ça. Puis là, on va servir de cet outil qui est simple, qui est visuel pour venir comprendre d'où on part. En comprenant d'où on part, l'idée derrière, selon nous en tout cas, c'est d'identifier quels sont les dysfonctionnements si on est sur un modèle existant, donc quelles sont les choses qui posent problème et peut-être les risques qu'on peut avoir. On dépend beaucoup d'une ressource, on a des impacts, une seule source de revenus qui est menacée, on a des déchets qui sont générés en fin de vie, etc. Et si on est sur la création d'une organisation, c'est tout simplement identifier le problème ou les leviers sur lesquels on a intérêt à aller parce que c'est là où il y a le plus de sens aujourd'hui pour créer de la valeur. Et la troisième chose, une fois que du coup on a compris d'où on partait, qu'on a défini les problèmes, c'est tout simplement là derrière de concevoir les solutions. Et en fait, c'est là, uniquement à ce moment-là, qu'on va amener en fait les sujets d'écologie industrielle et territoriale, économie de fonctionnalité, éco-conception, qui sont pour nous des composantes en fait de la partie répondre aux problèmes. Et on ne part pas de je veux faire de l'économie de fonctionnalité, mais c'est plutôt en quoi l'économie de fonctionnalité ou l'EIT peut me permettre de répondre aux problèmes que j'ai identifiés ou de résoudre les dysfonctionnements qu'on a. Donc voilà, et du coup cet outil Circular Canvas, c'est un outil aussi bien de cartographie pour comprendre que derrière un outil aussi d'idéation, parce qu'en fait l'idée c'est que quand on va trouver les solutions, on va revenir en fait et boucler à chaque fois sur cet outil-là pour être sûr que finalement, on a toujours cette approche systémique de la création de valeur et qu'on génère un maximum d'impact positif et on évite la fausse bonne idée du je remplace un déchet par un autre. Voilà, et du coup, cet outil est téléchargeable gratuitement. C'était ma petite présentation. Merci, Justine. Je n'ai pas posé la question de l'accompagnement à Stéphane Velay, qui pour autant fait aussi partie de cette table ronde. Je vais simplement le représenter. Stéphane est chef de projet économie circulaire chez Auré. Il est référent sur l'animation et le portage du référentiel Ellipse, qui est le premier outil d'évaluation des performances des démarches d'EIT. Il est également très investi sur les sujets d'aménagement et d'économie circulaire au travers de la saison 1 de l'AMO auprès de l'ADEME nationale et à la rédaction du livre blanc en économie circulaire qui a été publié en 2018.
Et aujourd'hui, surtout, il anime la communauté d'aménageurs en économie circulaire au travers d'une mission qui s'appelle les circuits de l'économie circulaire, qui a été réalisée pour l'ADEME et le MTE. Surtout, donc, Stéphane est un expert national sur les questions de l'EIT. Je vais du coup commencer par toi, Stéphane, pour ma deuxième question, qui est les conseils que tu donnerais à un ou à une chef d'entreprise qui envisagerait de repenser son modèle. Stéphane? Oui, je suis là. Je n'arrive pas à activer ma caméra. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Du moment que vous m'entendez, c'est le principal. On t'entend, ouais. Ok, très bien. Merci Clotilde pour la présentation. En ce qui concerne les conseils qu'on pourrait donner à un ou une chef d'entreprise sur repenser son modèle, notamment sur les principes de l'EIT, ma première réponse, elle va pouvoir paraître assez simple, mais tout simplement lui rappeler qu'on ne fait pas de l'EIT tout seul. Donc, en fait, le conseil pragmatique derrière ça, ce serait de bien s'entourer des bons acteurs, notamment pour mener à bien une démarche de IT et notamment de s'inspirer de ces concepts-là. Il faut bien comprendre que le IT, ça permet de répondre à des problématiques relativement différentes et notamment des problématiques très concrètes pour les entreprises. On en parlait dans l'atelier d'avant, hein, notamment ça peut être des problématiques liées autour des déchets, de la mise en conformité réglementaire, etc. Et bien souvent, en fait, ces problématiques, elles sont partagées aussi par d'autres entreprises du même territoire, qui sont souvent pas très loin, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de connaître. Et donc, du coup, en fait, c'est beaucoup lié à la notion de réseau et de confiance. C'est-à-dire qu'il faut se tourner potentiellement, je dirais, vers des réseaux déjà existants, vers des clubs ou associations d'entreprises, des représentants de filières, pourquoi pas, des syndicats pro, je pense au CPME, MEDEF, etc. Tous ces acteurs en fait qui travaillent déjà sur ces problématiques-là et qui en plus sont vraiment pour les chefs d'entreprise le moyen de rencontrer des pairs qui ont les mêmes problématiques. Voilà un peu pour la part, je dirais, entrepreneuriale de l'EIT, mais souvent aussi ce qu'on remarque, c'est que les collectivités ont un rôle à jouer. Alors, pourquoi pas aussi se rapprocher des collectivités via leur mission de développement économique, d'accompagnement des entreprises aussi, et qui peut vraiment apporter une réponse à certaines de ces problématiques, et pourquoi pas de s'insérer dans une dynamique, si elle existe sur le territoire, d'écologie industrielle. Voilà, si la dynamique est présente et elle existe, je dirais qu'un entrepreneur a tout intérêt, bien sûr, à rejoindre le wagon pour pouvoir essayer de transformer son modèle. Et puis, suite au retour des ateliers qu'on a eu ce matin, je rajouterais guetter les opportunités d'échange. Des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une démarche de IT ou un acteur central qui coordonne, mais tout simplement d'être à l'écoute des propositions qu'on peut avoir des entrepreneurs, etc., qui peuvent être assez intéressants. Et du coup, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, et notamment les nouveaux modèles économiques, je dirais qu'en fonction de qui on s'entoure dans sa démarche de IT, que ce soit plutôt une démarche entrepreneuriale sur le serviciel ou plutôt développée sur l'attractivité du territoire en invitant les collectivités, peut-être que le modèle économique de la démarche va être variable en fait, en fonction de tout simplement qui va être au cœur de la gouvernance de ce projet. Voilà un peu pour les premiers conseils. Merci Stéphane, merci beaucoup. Je vais redonner la parole au club EFCDD. Je ne sais pas si c'est Dominique ou Sophie qui prend cette deuxième question sur les conseils pratiques pour un ou une chef d'entreprise qui voudrait penser ou repenser son modèle économique. Je vais y répondre. Merci Clotilde. En même temps, ça va faire écho à 2 points qui étaient mentionnés dans le chat sur la question de l'éco-conception et comment faire entrer le modèle économique dedans, sur la question de la valeur, et puis de Marc Dufaux aussi sur la question de monétarisation des effets des ressources immatérielles. Je vais donner comme ça 4 points, je vais essayer d'être rapide. Déjà, le premier, on l'a un peu dit, mais je pense que c'est s'autoriser à penser différemment. C'est peut-être très bateau ce que je vais dire, et à penser de mettre en lien ces questions qui ne sont pas du tout, a priori, en tout cas en lien, de modèles de gouvernance, de type de contractualisation,
avec qui, sur quoi, de stratégie économique, de travail. La question du travail, elle est au cœur de la question de l'EFC. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est en lien avec mon deuxième point, se poser la question, pareil, éminemment simple, mais se la poser vraiment, c'est à quoi sert mon entreprise? À quel besoin fonctionnel? Pourquoi les gens m'achètent une voiture? Okay, ils cherchent à se déplacer, c'est une question de mobilité. Sur quel territoire, avec quelle problématique? Donc, on en vient à se poser la question vraiment de fond, de à quoi ça sert, à qui ce service est réellement rendu. Et en se posant ces questions-là, on va probablement creuser la question du besoin du client, mais aussi de l'identification des personnes à qui ça sert et avec qui il va falloir en discuter. Donc, on en vient à la question du modèle économique et des ressources matérielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de valeur, de qualité de l'air, enfin, voilà, ça ne dépend pas que de ça, d'accessibilité aussi. Et cette question-là aussi, elle est assez importante. Le produit, si écologique soit-il, s'il n'est pas accessible, en fait, on n'est pas pertinent. Donc, se poser toutes ces questions-là, de à quoi ça sert, c'est aussi aller chercher un enjeu de pertinence de service. Et je prendrai juste un exemple, j'ai parlé de la voiture. Si la voiture, elle se confronte toujours à des bouchons, à des trafics pas possibles, mon service n'est pas pertinent, même si ma voiture est super électrique et écologique, ça ne fonctionnera pas. Et ça, je ne peux pas résoudre cette question de trafic seule, et peut-être que ce n'est pas une voiture dont aura besoin en plus mon client, mais peut-être d'autres moyens de se mouvoir sur un territoire. Et donc, on voit qu'il y a une dimension fondamentale de coopération effectivement à engager avec le client pour instruire ces besoins-là, mais aussi avec les autres acteurs, l'agglomération. Idem si je vends des impressions de papier, parce que c'est une entreprise qui a pu aussi s'engager dans une trajectoire de FC. On voit que le papier, ce n'est pas une fin en soi, mais qu'il y a bien un service, un besoin du client qui est de communiquer quelque chose. Et on se décale comme ça. Et donc, on va sur le développement de ressources immatérielles. On l'a dit tout à l'heure en atelier, on cherche plus simplement à économiser des ressources matérielles, mais à avoir une pertinence de service qui va aussi développer de la valeur. Je reprends ce que disait Marc dans le chat. Et ça aussi, c'est un enjeu de développement durable, réellement sur lequel le FC amène. Et donc, mon dernier point, pour finir, c'est que en disant tout ça, je pense que le premier conseil à donner, c'est d'aller regarder ce qui se fait déjà chez vous en interne, dans le travail avec vos équipes, parce qu'ils prennent déjà en charge, peut-être de manière invisible, ces besoins essentiels et fonctionnels, au-delà du produit qu'ils vendent, pour répondre à un cahier des charges. Et donc, en instruisant comment ils le font et ce qu'ils font, on a déjà des billes pour aller voir quel est le service le service global et immatériel qui inclut le produit à rendre et sur lequel on peut commencer à travailler. Ok, super. Merci beaucoup, Sophie. Ça remplissait tout à fait notre objectif et notre cahier des charges d'avoir des conseils très, très pratico-pratiques et très opérationnels. Anthony, je te redonne la parole. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait une question spéciale sur l'éco-conception dans le chat. Oui. Oui, tu l'as vu, je te laisse faire le lien. Ouais, je vais essayer de rebondir là-dessus et de toute façon rebondir aussi sur ce que vient de dire Sophie, parce qu'il y a des choses dans ce qui a été dit qui me permettent de rebondir avec le lien avec l'éco-conception. Donc la question du chat, c'est comment un produit éco-conçu qui suppose d'être plus qualitatif et donc de durer plus longtemps modifie le modèle économique des entreprises. Alors c'est évident que quand on parle d'éco-conception, on dit qu'il y a toujours deux leviers. Pour éco-concevoir, soit on réduit les impacts environnementaux d'un produit à service rendu équivalent, soit on augmente les services rendus par le produit à niveau d'impact équivalent. L'idéal d'une démarche d'éco-conception, c'est d'agir sur les deux leviers. Et donc, ça fait écho avec ce que disait Sophie sur la question des fonctions et de remettre la fonction au centre du problème. Nécessairement, si on est en mesure de baisser les impacts en augmentant les fonctions, la valeur du produit n'est plus du tout la même. Et donc se pose la question, on rentre dans la question de comment on est capable de convaincre un marché d'accepter cette nouvelle valeur. Et c'est des discussions qu'on a eues avec
Florence dans l'atelier avec Gobi, à un moment l'engagement, il faut aussi qu'il se matérialise par un prix. Et ce prix, il faut réussir à convaincre des utilisateurs ou un marché de le payer. Si je reviens à la question de départ, quel conseil je dois donner, en tout cas sur la partie éco-conception, le premier conseil, c'est bien de se poser très rapidement la question du niveau d'ambition. Et peut-être que le niveau d'ambition, en fait, il est évolutif dans le temps. En éco-conception, on en vise 3 des niveaux d'ambition. Soit je me dis, je vais simplement optimiser un produit, auquel cas je vais très vite être plafonné. Ou alors, je vais être en mesure de remettre en question le produit que je développe, auquel cas je vais avoir potentiellement un niveau d'éco-efficacité supérieur. Ou alors, je suis prêt à remettre en question le besoin auquel répond mon produit. Et là, j'atteins un niveau d'éco-efficacité encore supérieur. Et là, on est vraiment dans la question du modèle économique. Si je remets en question le besoin auquel je réponds, alors je renverse la table et je me pose la question, voilà, c'est quoi cette nouvelle offre pour répondre à ce besoin identifié. Si je me place sur la question de l'offre, il y a un point qui est important, c'est que, et c'est un conseil important que je donne à tous les entrepreneurs que je peux croiser qui se lancent dans le sujet de l'économie circulaire, c'est qu'il ne faut pas considérer que mettre en œuvre un des piliers de l'économie circulaire soit un élément suffisant pour garantir la pertinence environnementale de l'offre qu'on va proposer. Et je pense que c'est un sujet que, par exemple, Marius Dupavé ou Florence de Gobi ont bien compris. Faut pas que dans notre réflexion sur les modèles économiques, on voit l'économie circulaire comme étant une sorte de panacée qui pourrait permettre de faire comme avant. Et ça, c'est essentiel, et je pense que l'éco-conception, elle apporte par sa définition et ses principes pas mal d'outils qui permettent de s'assurer qu'on est dans une réflexion qui va vers une meilleure performance environnementale. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, et je pense qu'effectivement, et c'est ce qu'on voit, et voilà, c'était intéressant d'avoir vos différents appels de préparation avec chacun d'entre vous, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, et on a eu la même réflexion, je fais un lien rapide avec notre livrable, mais en fait, quand on a voulu nous caractériser ce sujet des nouveaux modèles économiques et l'économie circulaire, vous retrouverez dans le recueil que je vais vous présenter dans 5 minutes, et ça me permet aussi de vous dire qu'on va vous déborder d'une dizaine de minutes sur ce webinaire, mais on a identifié 5 sous-parties qui caractérisent, qu'on observe assez fréquemment quand les structures repensent leur modèle économique en y impliquant les principes de l'économie circulaire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que très souvent, les structures, elles arrivaient par une porte d'entrée et que finalement, elles élargissaient leur spectre en utilisant… donc une porte d'entrée, ça peut être l'approvisionnement durable, ça fait partie des 5 sous-parties que vous allez retrouver dans le livrable. Et souvent, ça ne suffit pas, et elles élargissent leur spectre en repensant la gouvernance, en repensant leur offre sur leur territoire, ou ce type de choses. Et on a autour de la table 2 exemples. On a eu aujourd'hui 2 ateliers, notamment où on a vu que c'était effectivement le cas, qu'il y avait vraiment eu un virage à 360 dans l'ensemble de leur modèle économique. Et là, je pense à Cataba et à Gobilab, donc on était ravis d'avoir. Justine, je vais te poser aussi cette question. Ce serait quoi, toi, tes préconisations, tes conseils pour vraiment bien mettre en œuvre cette réflexion? Donc là, on pense que tu t'adresses à un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. Merci. Alors, évidemment, ça dépend de quelle structure, dans quel contexte, quel est notre produit, etc. Mais en tout cas, de manière un peu générale. Alors, je rejoins Anthony et Sophie sur la majorité de leurs points, aussi bien sur la notion de fonction, etc. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais du coup, les points peut-être complémentaires. La première, c'est un peu comme on le disait avant, notamment sur les sujets d'économie circulaire. Il faut savoir que la réduction d'impact, ça existe depuis toujours. La gestion des déchets existe depuis que le déchet existe. Et en fait, l'idée, déjà, nous, le premier conseil, c'est toujours d'être dans une dynamique de faire bien et pas faire moins mal. Déjà, ça, c'est le point de départ, parce que dès qu'on part du principe qu'on veut faire moins mal, on peut vite rentrer dans une logique de culpabilisation, de comparaison. Et en fait, on n'est pas forcément sur… ça valorise pas en fait forcément la valeur absolue que moi, organisation, je vais créer, quoi.
Et ça, je pense que c'est la première chose où très souvent les entrepreneurs, voilà, quel que soit le type d'organisation, on a travaillé avec un distributeur d'eau à Saint-Étienne, par exemple, et l'idée, c'est vraiment de dire, OK, déjà, avant de te comparer aux autres, toi, où tu veux aller, quelle est la valeur que tu veux créer et comment tu veux faire bien, en fait. Enfin, ça, je pense que c'est la première chose. Donc, être dans une approche la plus optimiste possible. Le deuxième conseil, c'est aussi ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais toujours de revenir aux besoins fondamentaux. Donc, c'est la logique de se poser la question de à quoi ça sert. Donc, déjà comprendre aujourd'hui, si je suis sur la chaîne de la construction, par exemple, ou si je suis sur la mobilité, c'est repartir en fait du besoin de mobilité ou du besoin de la construction, où j'aurai un potentiel d'action qui sera beaucoup plus large que si je suis sur il faut que je réduise l'impact de ma voiture. Non, essaye plutôt de faire en sorte de répondre le mieux possible à la mobilité. Et donc, du coup, c'est revenir à ce qu'on appelle le problème racine. Et ça, c'est la base aussi des dynamiques de créativité, notamment. C'est se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui, je souhaite... il y a un déchet plastique en fin de vie, en fait, pourquoi est-ce que ce déchet-là est présent ? Parce qu'en fait, on se rend compte que le problème n'est peut-être pas le déchet en lui-même, mais le problème est peut-être la chaîne d'approvisionnement qui y est avant, parce que j'ai mis un emballage plastique autour de mes bananes, parce que mes bananes, elles viennent de l'autre bout du monde, qu'on met du pchit à base de crevettes dessus, et que du coup, c'est pour ça que en fait, j'ai un emballage, quoi. Donc, du coup, c'est essayer de comprendre un peu cette approche systémique de toutes les composantes du problème pour revenir au problème racine. Et évidemment, après, arrive le moment où, du coup, moi, là-dedans, j'identifie en tant qu'entrepreneur où je peux agir. Donc, c'est vraiment la définition, c'est l'illustration même de pensée globale, agir local, où en fait, avoir une pensée systémique, ça ne veut pas dire que vous, à votre échelle, vous allez tout changer, que vous avez le pouvoir sur tout. Ça veut juste dire comment vous êtes conscient des choix que vous allez prendre et des impacts de ces choix-là. Et donc, du coup, après, au niveau, une fois que je comprends un peu les composantes et que je reviens au problème racine, c'est revenir au moi, entrepreneur, où est-ce que j'ai intérêt à aller, où est-ce que j'ai intérêt, et je peux agir aussi par rapport aux ressources, par rapport au territoire sur lequel je suis, par rapport au savoir-faire que j'ai en interne. Donc ça permet aussi de déculpabiliser, c'est-à-dire que Nestlé... Argentine, ils n'ont pas du tout la main sur Nespresso sur la capsule parce que c'est pas eux qui la produisent. Donc ah oui, mais on peut rien faire parce que la capsule pollue. Oui, mais vous pouvez agir peut-être sur la manière dont vous allez distribuer vos machines, sur l'économie de fonctionnalité, sur est-ce que vous allez pouvoir collecter ces capsules, est-ce que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Donc essayez de voir où est-ce que moi je peux agir à mon niveau. Ça, je pense que c'est important. Et du coup, le dernier point, c'est d'y aller étape par étape. Et j'ai vu ce matin une image. Vous avez une grande échelle et vous avez un écart très important entre les différents niveaux de l'échelle. En fait, vous ne pouvez pas arriver au premier jalon parce que c'est trop haut. Mais si vous avez une échelle de la même taille avec des jalons qui sont beaucoup plus proches les uns les autres, vous allez peut-être avancer plus doucement, mais vous allez pouvoir avancer en fait. Donc, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire allez-y étape par étape, commencez par quelque chose, que ce soit un territoire spécifique, que ce soit un contexte particulier, que ce soit avec un de vos composants ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pensez global et attends. Possible. Parce que je suis en même temps sur une conférence, je ne sais pas si tu entends. D'éteindre votre micro. Ah, zut. Ouais. Merci. Et du coup, donc ça, c'est peut-être le dernier point. Y aller étape par étape, une fois que j'ai bien identifié pourquoi il fallait que j'agisse, comment je peux agir moi à mon niveau, et derrière, sur l'implémentation, c'est pas être ambitieux dans la mission, mais pas forcément think big dans l'implémentation, sinon on s'en sort pas. Et après, juste pour conclure, mais ça, c'est un peu transversal et on l'a déjà évoqué, mais c'est mobiliser vos parties prenantes un maximum, et nous, on l'a vu, plus on mobilise de manière... à travers l'intelligence collective, plus on partage les connaissances, plus on met en avant l'expertise, l'expérience que chacun a acquis, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi important. Mettons de côté les freins au projet, à toutes ces choses-là. Parfois, c'est effectivement des limites, mais je pense mobiliser les parties prenantes internes et externes un maximum, et parce qu'en fait, les connaissances, on les a, les solutions, on les a, et elles sont aussi dans l'individu, quoi. Donc voilà, c'est peut-être la phrase de la fin. Merci, Justine. Effectivement, c'est la phrase de la fin. Je vois qu'il y a eu plein de questions. Alors, juste une question, effectivement, de Marc que je vais vous proposer comme dernière question. L'évaluation des impacts positifs et des bénéfices de démarche d'EIT, d'EFC est-elle toujours réalisable ? Si oui, à court terme et ou à long terme. Alors, c'est vaste. Peut-être Stéphane, est-ce que tu peux juste reprendre la parole pour dire à haute voix ce que tu as écrit dans le chat ? Oui, je répondais à Marc. En fait, l'évaluation des impacts positifs,
En théorie, elle est toujours réalisable, notamment en EIT, sur les quick wins, ce qu'on appelle les synergies de mutualisation. Souvent, vous allez mettre peu de temps à les mettre en œuvre et ça va générer beaucoup de bénéfices économiques, ce qui va être assez intéressant pour mobiliser les entreprises. Ça, entre guillemets, à mesurer, c'est faisable. Malheureusement, en fait, là, le problème, il est plus dans le travail d'évaluation. Les acteurs de terrain, ils ont très peu de temps à vraiment accorder à ce travail d'évaluation. Et puis aussi, il y a un problème lié au manque de données, puisqu'il faut qu'il y ait un lien permanent entre l'animateur et les entreprises pour faire remonter les données voilà, qui concernent les échanges de flux, les économies réalisées. Donc, en fait, c'est un deuxième travail qui prend tellement de temps qui n'est pas toujours compatible avec le travail d'animation. Ok. Merci beaucoup Stéphane. Je vais devoir conclure cette table ronde. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est forcément trop court comme temps, mais j'espère que vous avez quand même profité. Enfin, merci, c'est l'occasion de remercier mes experts, mes expertes. Vous avez été parfait par rapport à ce que je vous ai demandé, à savoir vraiment être le plus opérationnel possible et ne pas utiliser un langage d'expert. Donc, j'espère que les participants partagent mon point de vue sur le sujet. J'en profite tant que j'en suis dans les remerciements et pour remercier tous les porteurs de projets et les animateurs du comité francilien. Je vous l'ai dit, l'un des objectifs du webinaire, c'était aussi d'avoir des illustrations très concrètes et donc merci pour ces retours d'expérience. C'est pas complètement fini. L'objectif de ce webinaire, je vous l'ai dit au tout début, c'était aussi de vous partager notre recueil, qui est le recueil du comité francilien de l'économie circulaire, je le rappelle, qui est financé par l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et l'ADRIO. Ce recueil, vous allez avoir le lien dans le chat, il est intitulé « Économie circulaire et nouveaux modèles économiques ». Innover pour réinventer l'économie francilienne. J'espère que tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui vous convainquent de l'intérêt et de l'importance d'innover et de réinventer. Moi, personnellement, je me suis réinventée en termes de gestion technique, c'est certain, donc c'était pas parfait, mais ceci dit, c'est essentiel d'expérimenter. Il n'y a que comme ça qu'on grandit et qu'on grandira et qu'on arrivera à réinventer ensemble, pas seulement notre économie, mais aussi notre société. Je reviens sur le recueil. Vous allez retrouver les 5 parties, qui le composent. Je vous laisse le découvrir. Je ne vais pas le détailler plus. Mais en revanche, je vous invite vraiment à le consulter. Les initiatives qu'on a interrogées étaient toutes plus inspirantes les unes que les autres. Le lien ne fonctionne pas, la technique n'est pas avec nous. Mathilda, est-ce que tu peux retenter le lien? Sinon, on vous enverra de toute façon un mail pour vous renvoyer. Ah, il y a des personnes qui ont le lien. Vous avez donc mes commentaires en direct, mais a priori, la technique est finalement avec nous. Donc, merci à tous. Dans mes remerciements, je tenais aussi à remercier mes collègues dorés en backup. Aujourd'hui, nous avions Mathilda Roux, Juliette Allion, Blandine Renaud et donc Stéphane Volette qui était à la fois expert mais en backup technique. Ils ont fait de leur mieux pour m'accompagner, pour m'aiguiller pendant tout ce temps. Vous étiez 250 inscrits et 120 au début de séminaire. Donc voilà. Merci encore à vous tous pour votre attention. On va aussi vous envoyer un questionnaire de satisfaction. C'est super important pour nous. Donc, je vous invite vraiment à le prendre. Il y a 3 questions. C'est très rapide, mais c'est très important dans notre logique d'amélioration continue. C'était le mot de la fin. N'hésitez pas à télécharger le recueil d'initiatives et à recontacter nos experts, à nous recontacter. On sera ravis de poursuivre ces échanges. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci.